La crise économique en Iran a atteint un point critique. Dans cette analyse, on va aller au-delà des gros titres pour vraiment décortiquer les chiffres, ce qui raconte l'histoire de cet effondrement. Pour commencer, un seul chiffre. Un chiffre qui à lui seul résume presque toute la situation. 1,6 million. Mais qu'est-ce que ça représente au juste? Voilà ce que c'est. C'est le symbole de l'effondrement quasi total de la monnaie nationale iranienne, le rial. Un indicateur brutal d'une panne économique très profonde, qui s'est construite sur des décennies. Alors pour bien comprendre comment on en est arrivé là, on va suivre un parcours en 5 étapes. D'abord la chute libre de la monnaie, puis comment cette tempête parfaite s'est formée, l'impact sur la vie des gens, la colère qui a suivi, et enfin les solutions, ou plutôt les mesures désespérées du régime. Première partie, il faut bien comprendre que l'effondrement du rial, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. C'est vraiment l'aboutissement de 40 ans d'érosion économique. Lente, mais implacable. Et cette chronologie, elle est juste frappante. On voit très clairement la corrélation. Chaque grand événement politique, chaque secousse sociale est immédiatement suivi par une chute brutale de la monnaie. Après la révolution de 79, on était à 70 rials pour $1. En 2018, quand les États-Unis sortent de l'accord sur le nucléaire, hop, on passe à 190 000. Puis 320 000 en 2022 avec les manifestations pour Mahsa Amini, jusqu'à l'effondrement total à plus de 1,6 million début 2026. Mais le plus alarmant, en fait, c'est l'accélération de la chute. Le taux ne fait pas que baisser, il se multiplie de manière exponentielle. Passer de 320 000 réals pour $1 en 2022 à plus de 1,6 million au début 2026, c'est une perte de valeur de plus de 80% en à peine quelques années. C'est vertigineux. Alors, comment est-ce possible? Quelles sont les forces qui ont pu provoquer un tel chaos? Eh bien, ce n'est pas une seule cause, c'est vraiment la convergence de plusieurs pressions très puissantes qui ont frappé l'Iran en même temps, de l'intérieur comme de l'extérieur. En gros, les analystes identifient 2 fronts. D'un côté, il y a la pression extérieure, qui est immense. Les sanctions, bien sûr, et le coût d'un conflit militaire. Et de l'autre, des problèmes structurels, internes et profonds. Un gouvernement qui fait tourner la planche à billets pour payer ses factures, une population qui n'a plus confiance et qui essaie de mettre son argent à l'abri, et un système de change complètement opaque qui favorise la spéculation. Le coup de grâce, si on peut dire, est arrivé fin 2025 avec le retour des sanctions de l'ONU. En ciblant les exportations de pétrole, qui est la principale source de revenus, et en coupant les banques iraniennes du reste du monde, ces mesures ont tout simplement asphyxié l'économie du pays. Bon, tous ces chiffres, c'est une chose. Mais au-delà de la macroéconomie, qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour les presque 90 millions d'Iraniens qui vivent ça au quotidien? Janvier 2026 a marqué un record, mais un triste record. Le taux d'inflation le plus élevé de l'histoire du pays. L'inflation générale était de 60%, mais pour la nourriture et les boissons, ça a littéralement explosé, quasiment 90% d'augmentation. Imaginez un peu, votre budget pour faire les courses qui double presque en un an. C'est juste intenable. Cette perte de pouvoir d'achat a été absolument dévastatrice. Des produits de base, comme la viande ou l'huile, sont devenus des produits de luxe. C'est inaccessible pour énormément de familles. Ça efface des années de progrès et ça pousse la classe moyenne tout droit vers la pauvreté. Et bien sûr, cette crise a déclenché une panique financière. Les gens se sont rués vers les banques pour tenter de retirer leurs économies qui fondaient comme neige au soleil. Ça a créé une ruée sur le cash que les banques ont eu énormément de mal à gérer. Quand le désespoir économique atteint un tel niveau, il ne reste pas confiné à la maison. Inévitablement, la crise a débordé dans les rues et ça a déclenché les manifestations les plus importantes que le pays ait connues depuis des années. À partir de la fin 2025, la colère a explosé. Les manifestations se sont propagées dans les 31 provinces et elles ont réuni des gens très différents, des commerçants du bazar aux étudiants. L'ampleur du mouvement a été immense. Et les écarts énormes dans les estimations du nombre de victimes ou d'arrestations montrent bien à quel point il est difficile d'avoir des informations fiables. La réponse du régime a été brutale et calculée. Face à la contestation, il a utilisé la force, les arrestations massives et une coupure quasi totale d'Internet. C'est une double stratégie. D'un côté, perturber l'organisation des manifestants et de l'autre, cacher l'ampleur de la répression. Complètement acculé, avec une monnaie qui ne vaut plus rien et une population en révolte, le régime a dû lancer plusieurs mesures d'urgence. Mais la question est, est-ce que ce sont de vraies solutions ou simplement les symptômes d'un système aux abois? Regardez ce chiffre, $3,10. Ça semble peu, n'est-ce pas? Et pourtant, c'est la valeur du tout nouveau billet de banque iranien, le plus gros jamais imprimé dans le pays.
L'émission d'un billet d'une valeur aussi élevée, c'est un symptôme classique de l'hyperinflation. C'est la reconnaissance, par le gouvernement lui-même, qu'il faut maintenant des valises de billets pour faire les achats les plus simples, comme acheter du pain. L'autre grande mesure, prévue pour mars 2026, c'est une redénomination de la monnaie. L'idée est simple sur le papier. On va enlever 4 zéros sur tous les billets. Comme ça, un billet de 10 000 rials devient une pièce de 1 rial. Ça simplifie les calculs, c'est sûr. Et ça nous amène à la question fondamentale. Imprimer de plus gros billets ou enlever des zéros, ça peut rendre la vie un peu plus simple au quotidien. Mais est-ce que ça peut vraiment soigner une économie aussi malade ou restaurer la confiance si les problèmes de fond, les sanctions, les déficits, la corruption ne sont pas réglés? Ou est-ce que ce n'est au final qu'une simple solution cosmétique sur une blessure béante?